Ça va ou quoi les jeunes? Et paf! Alors attendez. Comment ça va? Excusez-moi parce que j'ai... Ils parlent en même temps sur Zoom, mes invités. Alors je suis en train de parler en même temps que je les entends. Ils m'entendent pas eux. C'est le retour. Ça se passe bien ou quoi? Salut Strimpontin, salut Changuigou. Impertinent, MC Geek, 2J, Xilruta, tout le monde est là. Maître Cantinier, ça c'est une paye tiens. Salut Matelot. Bon, j'espère que ça va marcher techniquement mon truc parce qu'il y a... Ouais, ça va bien. Il y a trois... Comment dire ça? Ça va être un peu le bazar visuellement, je pense. Vous attendez pas à l'overlay de l'année. Mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Salut Enko. Et salut Barquette. Mister F Bourgeon qui balance son 2e mois d'abonnement.
Merci, mon cher. Aïe, aïe, aïe. On va bosser. C'est des gens avec qui on va bosser en plus qui sont tout à fait intéressants. Les économistes. Merci, Fred, pour ton 2e mois d'abonnement. On va commencer bientôt, 18h31. Faire ça. Si vous me laissez 1 minute, je vais les chercher. D'accord? Bougez pas de là. Parce qu'ils sont en train de parler entre eux, mais ça, c'est les économistes. Surtout quand ils sont jeunes, vous le laissez. Et paf, ça y est, ils se lancent sur tous les sujets. J'arrive. Regardez-moi ce setup magnifique. Est-ce qu'on vous entend aussi? Je crois que oui. Le chat est au milieu. Oh, ça c'est... Là, ça c'est une première. Je coupe la musique pour qu'on n'entende plus que le son mélodieux de vos voix. Ce sera parfait. Le lien, est-ce que c'est possible de le renvoyer? Le lien du Twitch? Ouais. Mais bien sûr. On voit ça tout de suite. Attends, je vais demander au chat, c'est encore mieux. Vous pouvez me renvoyer le lien de mon propre Twitch? Non, je plaisante. Alors, attends, tac. C'est là. Si je te le mets dans le chat Zoom de mon côté, ça va faire un gros bazar, donc je vais pas le faire. C'est pas mal l'overlay, dit Matelot, mais Matelot, tu es beaucoup trop sympa. Et un jour, ce sera très bien. Un jour viendra. Salut Vicou. Il y a de l'écho? Comment ça, il y a de l'écho? C'est nouveau, ça. J'avoue, le multi à Mario Kart, c'est un peu ça. Attendez, apparemment, il y aurait de l'écho. Ça va pas, ça. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho, Mister Vicou? Ah bah oui, je suis bête. C'est parce que j'ai dû garder le son sur Twitch. Ça fait peut-être de l'écho, non? C'est bizarre. Non, il n'y a pas d'écho. Bon, c'est peut-être juste Vicou qui dit n'importe quoi. Hein. Vous me direz. Très bien. Eh ben, bienvenue à vous trois. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté de venir causer un peu avec nous de pluralisme. Et si ça vous va, avant de commencer, on peut peut-être faire un petit tour de table pour que tout le monde sache qui vous êtes, n'est-ce pas? Ça vous va? Alors, sans ordre particulier, sur mon écran, je commence un peu dans le sens d'aiguille d'une montre. Et vu que je commence pas par moi, je commence par toi, Evan, si ça te va? Très bien, bonjour à tous. Merci Mathieu pour l'invitation. On est tous très heureux d'être présents. Alors, je m'appelle Evan Bertin, je suis doctorant en 3e année au CEPN, un centre d'économie et de gestion de l'Université Paris-Nord Sorbonne Paris-Nord, l'Université Paris 13 en Seine-Saint-Denis, Villetaneuse. Je travaille sur l'actionnariat, l'impact de l'actionnariat des entreprises sur le travail, c'est-à-dire en quoi la montée au capital d'un gestionnaire d'actifs, BlackRock, d'un fonds de pension peut faire changer la façon dont les entreprises valorisent leur travail, gèrent les conflits, gèrent les recrutements, le niveau des salaires également. Donc, je regarde l'impact que ça peut avoir au niveau de la tête de groupe qui est financiarisée, la tête de groupe qui est cotée en bourse, mais aussi chez ses sous-traitants. Et je redescends comme ça toute la chaîne pour voir s'il y a un impact éventuel. Et je suis aussi enseignant à côté de ma thèse. Quand on fait une thèse, on a la possibilité de choisir ce qu'on appelle une mission d'enseignement, donc 64 heures de cours en plus par an, qui permet d'avoir un petit salaire en plus et surtout de se former à l'enseignement et d'avoir un contact avec les étudiants, ce qui est quand même aussi un des intérêts de faire de la recherche. Passionnant, ça. Je pense que je te réinviterai avec Monsieur Auvray, si ça te va, pour causer de ce sujet-là qui, pour moi, est fondamental. Aussi. Parce que j'imagine que ça a un impact. Tout à fait, bien sûr. Et voilà, ça ne m'étonne guère. Eh ben, très bien, merci. Julien, à ton tour.
Bonjour, merci pour l'invitation. On suit tous. Enfin, moi, je suis Evan aussi. On suit ta chaîne depuis un certain temps et c'est vraiment super. Je m'appelle Julien et je travaille à l'Institut Veblen. C'est un think tank qui réunit des économistes qui s'ancrent dans la perspective de l'économie écologique. Et on essaie de faire concrètement du lobbying. Donc à la fois, on va travailler soit avec des personnages politiques, soit avec des collectivités locales ou des ministères ou des gens de la Banque de France, en essayant justement de pousser un peu une vision exigeante de la question écologique, de débunker un peu des concepts comme la croissance verte ou montrer les limites de la finance verte et aussi travailler avec des organes de la société civile. Donc non seulement pour débunker un peu ce qu'on dit en ce moment en matière écologique, mais aussi essayer de porter des propositions. Et un des sujets qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien le faire en lien avec une ONG comme les Amis de la Terre, c'est la question des reconversions industrielles, où il y a, comme tu le disais avant en off, il y a un gros problème de chantage à l'emploi, justement, où dès qu'on fermait une activité qui est polluante, justement, maintenant, le patronat utilise aussi soit cet argument pour fermer l'usine, parce que de toute façon, ils voulaient le faire, soit pour continuer à gaver de subventions aussi certaines activités qui sont extrêmement polluantes et trouver un avenir, trouver un avenir pour les territoires et les travailleurs et les travailleuses qui sont dans ces industries, c'est vraiment un enjeu, non seulement pour la transition, mais un enjeu politique aussi, pour créer des alliances de classe. Enfin, je pense que c'est vraiment le sujet du moment. Et aussi, par mes activités à PEPS, et l'Institut Veblen soutient ça, je suis pas mal impliqué dans pas mal d'initiatives qui visent à promouvoir un peu l'économie écologique et le pluralisme. On a un prix des mémoires. Vous pouvez regarder sur notre site, il va bientôt ouvrir. On donne 1 500 € à un étudiant ou une étudiante de M2 qui ferait un super mémoire qui parle d'écologie. Et je travaille aussi avec une plateforme qui s'appelle Exploring Economics, donc je parlerai un petit peu plus après. Voilà. Superbe ça, merci pour cette présentation dense mais concise. Bravo. Et puis il reste Clara. Alors, merci d'accueillir mon accent québécois avec vous. Avec grand plaisir. Donc, je viens de Montréal, mais en fait, je suis présentement à Lund, en Suède. Je suis à la première année du doctorat en histoire économique. Puis, je m'intéresse en fait à comment les fluctuations industrielles affectent la résilience. Donc, c'est aussi dans les sujets d'économie écologique. Je commence cette thèse-là après avoir fait un petit peu un tour du monde d'exploration pluralisme en économie. Donc, je suis allée dans différents campus. Donc, ça inclut l'Afrique du Sud, où il y a l'économie du développement qui est faite de façon hyper critique, en fait. Ça souligne des questions un peu décoloniales aussi, de comment on aborde l'économie. Puis, il y a aussi en France, donc à Paris 13 aussi, donc vive Paris 13, comme dit le chat. Aussi en Italie. Puis, finalement, ma thèse, en fait, portait sur un cas d'étude qui était des mineurs de charbon aux États-Unis. Puis comment, comment ils nous aident, en fait, à définir la transition juste. Donc, en cours, ce serait ça. Eh ben, voilà, si on parlait pas de pluralisme, on pourrait parler de vos 3 sujets de prédilection pendant des heures et je pense qu'on le fera, mais dans d'autres circonstances, si ça vous convient. En tout cas, de mon côté, ça sera avec plaisir. Une façon de valoriser la recherche, n'est-ce pas? Et c'est très important. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc cette fameuse histoire de pluralisme. Alors évidemment, on a rebondi, il y avait un article dans les Échos Stars, je crois que ça s'appelle comme ça, sur justement les trajectoires, enfin en tout cas, quelques trajectoires de jeunes économistes et qui se ressemblaient quand même beaucoup et avec, je crois, qui portaient une certaine, vision de ce qu'était être un économiste aujourd'hui, hein. Donc il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interroge depuis longtemps maintenant, c'est la définition même de ce que ça veut dire être un économiste, c'est les effets que ça produit, c'est extrêmement important. On remarquera que dans le débat public, il y a très peu de gens qui se revendiquent comme sociologues, hein, parce qu'ils ont eu un master de sociologie et qui ensuite, c'est moins un vendeur, entre guillemets, dans les médias, de se présenter comme sociologue. Ça produit moins une espèce d'effet de, comment dire ça, de sérieux. C'est beaucoup plus le cas pour l'économie. Et puis ce qui est assez curieux, c'est que bon, il y a évidemment un côté technique derrière l'économie, il y a un côté de quantification, on va en reparler beaucoup, un petit peu j'espère. Et il y a peut-être aussi quelque chose comme une espèce de pensée dominante en économie, ça c'est à peu près clair, bon, même si elle bouge et que ses frontières changent aussi, mais je me dis que pour celles et ceux qui ne sont pas un peu dans les arcanes de l'économie, ça peut être intéressant de revenir un peu sur tout ça et puis de parler de plusieurs choses. Alors on a dit plusieurs déjà gros mots, hein. Pluralisme, PEPS, on a parlé de PEPS, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'Evan, tu voulais commencer par peut-être parler un peu de PEPS, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, merci Mathieu. Donc, PEPS Économie, hein, l'association pour laquelle on intervient avec Julien, peut-être que Clara expliquera
ensuite sa position un peu à l'extérieur de PEPS, mais aussi dans d'autres mouvements qui sont internationaux, hein, parce que la critique de l'enseignement de l'économie, elle est portée à la fois en France, mais à l'international, hein, malheureusement, la mondialisation a aussi apporté une uniformisation de l'enseignement de l'économie. Alors, PEPS Économie pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie et un collectif étudiant fondé en 2010-2011 qui s'est transformé en association en 2015 et qui a été fondé en 2011 d'un constat. Hein, on était juste après la crise financière de 2007, la crise économique de 2008, et des étudiants de l'époque est né ce constat que c'était quand même particulier qu'on nous enseigne en cours que les marchés sont efficients, que les marchés amènent vers l'optimalité du partage des ressources, alors qu'on voyait à travers les fenêtres des salles de cours que la réalité était tout autre et que la crise économique, que le système bancaire n'avait pas été efficace et qu'il y avait du coup un trou entre ce qu'on nous enseignait et la réalité économique. Et donc ce trou ne s'est pas révélé seulement après la crise de 2007-2008, hein, mais c'est un sentiment beaucoup plus profond, le sentiment que les cours qui nous sont enseignés en économie, en particulier là où on enseigne le plus l'économie, là où on est le plus proche de la recherche, c'est-à-dire en licence et en master d'économie, en fac d'économie, et ben ces cours-là sont déconnectés de la réalité et ne nous permettent pas de comprendre le monde qui nous entoure. Autant si vous avez la chance d'avoir eu des cours de sciences économiques et sociales au lycée, qui est un cours, même si c'est de moins en moins vrai actuellement, parce que notamment les lobbies patronaux essayent de prendre ce dernier bastion, ce dernier village gaulois breton, et je dis pas ça parce que tu es breton, Mathieu, mais ce village gaulois qui résiste un peu à l'envahisseur. Les cours des CES au lycée sont quand même plutôt bien faits avec une approche pluraliste, une approche par objet, donc étude de la monnaie, du chômage, etc. Et quand vous quittez le lycée après avoir eu plusieurs cours de SES et que vous arrivez en faculté d'économie, vous avez votre cours, votre journée de cours, vous rentrez le soir, vous allumez la télévision, le journal de 20h, ou vous ouvrez Twitter, vous voyez ce qui s'est passé dans la journée dans l'actualité économique, et généralement vous constatez que les cours que vous avez eus dans la journée ne vous permettent pas, ne vous donnent pas les clés pour comprendre ce qui vous arrive, alors que c'est quand même un des buts de l'université, hein, de former à la fois des futurs travailleurs, mais de former aussi des citoyens qui sont à même de comprendre ce qui se passe dans leur quotidien et dans la société, dans la cité à laquelle ils participent. Donc, premier constat, et PEPS, justement, s'est formé avec l'idée de documenter ce constat, de porter la parole des étudiants et de proposer des solutions. Alors, les constats, peut-être, la documentation de ce constat, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais rapidement, on a en 2013 fait une cartographie de toutes les licences de France, donc plus d'une 50aine de licences. On a listé tous les cours qui étaient enseignés, et on a pondéré, et on a essayé comme ça de voir quelles étaient les grandes lignes de l'enseignement de l'économie. Et ce qu'on a constaté, c'est que pratiquement 50% des cours d'économie sont en réalité des matières qui sont quantitatives, donc des maths, statistiques, et surtout l'enseignement macro et de la macro et de la microéconomie. Donc des matières très techniques qui reposent généralement sur des hypothèses très fortes, parce que l'intérêt, c'est de réussir à avoir un résultat net et incontestable de cette modélisation de l'économie, quitte à choisir des hypothèses qui ne sont pas forcément réalistes, qui sont en tout cas très éloignées de la réalité. Donc voilà, donc ce bloc approche technique de l'économie, microéconomie, macroéconomie et l'enseignement des mathématiques qui est nécessaire à la compréhension des cours de microéconomie et de macroéconomie représente plus de 43% des cours qu'on a en licence. Avec, et là c'est là que le bas blesse, avec très peu de place pour les cours réflexifs, donc c'est-à-dire tout ce qui est épistémologie, hein, de comprendre pourquoi les sciences économiques enseignent de cette façon-là, pourquoi on fait le choix de telle ou telle théorie, de telle ou telle approche, quelles sont les hypothèses qui sont posées pour ensuite dérouler l'analyse. Donc voilà, très peu de cours réflexifs, seulement 5,5%. Il y avait à l'époque, en 2013, seulement une licence qui avait un cours d'épistémologie, hein. Donc une seule licence qui avait un cours qui réfléchissait qui faisait la science de la science, qui réfléchissait à ce qu'était l'économie, à pourquoi ces savoirs
sont enseignés de telle façon et comment sont construits ces savoirs et quels ont été les chemins de construction de ces théories-là. Juste pour revenir là-dessus, l'épistémologie, c'est bien ça, c'est la science de la science. Qu'est-ce qui fait qu'une science est science? Ça veut dire comment est-ce qu'est créé des énoncés, comment est-ce qu'est créé des discours qui ont la prétention à la vérité, etc. Donc il y a tout un tas de discussions là-dessus, sur la spécificité des sciences dites sociales ou historiques. Et pour le coup, l'économie fait partie de ces sciences-là. Voilà, bien que ça a été le désir d'énormément d'économistes au cours du XXe siècle, les sciences économiques ne sont pas une science exacte. Vous ne pouvez pas avoir un résultat parfait de l'étude normative du comportement des individus. On n'est pas des individus rationnels. Donc voilà. Donc avant de se mettre d'accord avant de commencer à enseigner, avant de commencer à étudier l'économie, on doit d'abord être d'accord sur la vision de l'homme, ou en tout cas la vision de la façon dont on fait de la science et la façon dont on va étudier les objets ensuite, les objets économiques, la monnaie, le chômage, etc. Et donc prédominance du bloc approche technique de l'économie, très peu de place pour la réflexivité, très peu de place pour l'épistémologie et aussi très peu de place pour les autres disciplines. Et dans la mesure où l'économie est une science humaine et sociale, il paraît aberrant d'enseigner l'économie sans avoir aussi une approche sociologique, une approche anthropologique, une approche historique, une approche géographique, etc. Ou même philosophique, comme je le disais, sur réfléchir à qu'est-ce que l'homme avec un grand H, qu'est-ce que l'individu dans une société, quel peut être l'impact de la société sur son niveau de consommation, sur l'emploi, etc. C'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas traiter, par exemple, de la question du chômage sans s'intéresser à l'impact de la société, de la vie en groupe sur l'emploi, sur les études, etc. Ou même l'impact de la famille, etc. Donc très peu d'ouverture disciplinaire et aussi très peu d'ouverture à des méthodes différentes. On règle dans l'économie qui enseignait, l'économie mainstream, l'économie dominante à l'université, on vous enseigne surtout une façon de résoudre les problèmes qui passe par la modélisation, par la mathématisation et par l'utilisation des statistiques, et non pas par d'autres méthodes qui seraient plutôt qualitatives, comme les entretiens par exemple, ou même le fait de traiter les statistiques mais d'une approche plutôt qualitative. Pardon. Donc voilà, ce manque de pluralisme à la fois théorique, on vous enseigne seulement la macroéconomie et généralement l'approche néoclassique, les économistes néoclassiques qui représentent le courant dominant en économie, manque de pluralisme disciplinaire, manque de pluralisme méthodologique, donc on vous enseigne seulement l'économie par les sciences économiques et d'autant plus par les sciences économiques néoclassiques et pas l'économie par la sociologie, par l'anthropologie, par l'histoire, etc. Et enfin, un manque de pluralisme réflexif, donc peu de réflexion sur ce qu'est la science économique, ce que sont les sciences économiques, pourquoi on enseigne telle théorie et quels sont les axiomes, quels sont les partis pris du départ, quels sont les tenants et les aboutissants de la théorie utilisée ensuite pour décortiquer les objets économiques qui sont ceux de nos sociétés. Donc voilà, donc ça a été le travail qui a été effectué par Peps lors de cette cartographie et je vais m'arrêter là. Et donc cette cartographie a ensuite débouché sur plusieurs travaux, plusieurs propositions qu'on a fait, qu'on a présentées dans les médias. On a intervenu plusieurs fois dans les facultés aussi, pour en parler aux enseignants-chercheurs, aux titulaires. Et dans les médias aussi. Donc après, on a des propositions à faire, de licence par objet, changer totalement l'approche et en changeant l'approche de l'enseignement de l'économie, l'ouvrir justement à plus de pluralisme disciplinaire, pluralisme théorique et pluralisme aussi réflexif. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut juste rappeler qui veut se lancer sur ce que c'est l'économie néoclassique? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ça dans le chat. Alors pour l'instant, on a parlé de Keynes, on a parlé de Marx, et je vais être très honnête, on n'a pas encore parlé des néoclassiques. Mais on le fera sûrement un jour, pour le plaisir. Qui nous rappelle ce que c'est l'économie néoclassique? Personne ne veut se lancer? Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être laisser mes camarades. Il se défausse sur ses camarades. Julien, je te sens chaud. Justement, j'allais dire que je crois qu'Evan avait pas mal taffé le sujet quand même, mais par économie néoclassique, il y a un truc qui peut être intéressant à souligner, c'est qu'on confond, il y a beaucoup de termes pour parler de l'économie, il y a la théorie standard, il y a l'orthodoxie,
il y a la théorie néoclassique, et c'est des termes qui recouvrent des réalités assez différentes, mais qui sont utilisés surtout dans le débat public, un peu de manière interchangeable. Peut-être pour clarifier, je ne suis pas historien de la pensée, mais il me semble qu'on peut parler de théorie néoclassique pour l'approche de l'économie faite au 19e siècle, qui a été pas mal formalisée par Walras, et qui ensuite s'incarne dans la théorie de l'équilibre général. Donc pour les étudiants, c'est ce que vous apprenez en microéconomie globalement. Et en fait, ce qu'on apprend en microéconomie, c'est l'ensemble de l'économie. Quand on va faire de la macroéconomie avec des modèles d'équilibre général, on va utiliser à peu près les mêmes outils et le même cadre de pensée. Donc en tout cas, je pense qu'on pourrait dire que par économie néoclassique, on entend cet ensemble d'auteurs et cette approche qui est assez unique. Le modèle d'équipe générale, pour moi, définirait l'économie néoclassique. Et ensuite, il y a des cercles concentriques. Il y a l'économie dite standard, qui n'utilise pas qui peut utiliser ces modèles-là, qui peut les amender, voire qui peut ne pas les utiliser. Par exemple, soit en s'intéressant à l'économie comportementale ou en ajoutant des hypothèses, par exemple en s'intéressant aux défaillances de marché, soit en faisant des travaux qui sont très empiriques, mais ce modèle reste quand même une référence, même intellectuelle, pour ces économistes-là, même quand ils font du travail très, très empirique, parce que c'est un modèle, il y a une narration sur comment les marchés interagissent entre eux, il y a une narration aussi sur ce qu'est l'économie. L'économie, c'est des êtres rationnels qui veulent dépasser la rareté Et c'est ça. pour satisfaire leurs besoins. Tu t'ouvres Marx, l'économie, c'est un système structuré dans lequel on n'occupe pas la même position dans le mode de production, où il y a des règles qui définissent la production et la répartition, où il y a des rapports sociaux qui organisent la production. Et c'est pour ça que c'est intéressant, quand tu dis économie néoclassique, tu as tous les économistes aujourd'hui qui vont te dire « Ah, mais n'importe quoi, aujourd'hui on n'est plus à l'époque de Walras, aujourd'hui on fait plein de choses ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui est intéressant, c'est ce qui sous-tend l'analyse même d'économistes aujourd'hui comme Jean Tirole, qui ne va pas du tout utiliser disons ce qu'on apprend en L1 de micro, et qui sait tout à fait dépasser ce modèle-là, mais c'est une référence implicite. Et quand on part de ces hypothèses-là, de ce jeu d'hypothèses, notamment une certaine forme de rationalité, le fait que tout soit coordonné par des marchés, Et oui. et on pourrait en faire une liste plus exhaustive. Il y a de très bons papiers là-dessus qui font une liste de l'ensemble des axiomes de la théorie néoclassique. Ça emmène vers un certain champ particulier. Et toute théorie économique, voilà, il y a un ensemble d'axiomes et ça t'emmène, c'est un angle d'attaque et forcément, ça frame ce que tu fais. Et donc nous, c'est pour ça qu'à PEPS, on essaie toujours de rappeler que tout ce qu'on apprend est ancré dans un courant de pensée. Pour justement, et c'est ça l'importance de la réflexivité, c'est comprendre les axiomes qu'on utilise, qui parfois sont pertinents. Par exemple, beaucoup d'économistes, un peu en trollant, disent que l'économie standard, elle est excellente pour faire de la planification, justement. Elle permet de représenter justement une économie qui se comporterait sans problème de coordination et à une échelle extrêmement agrégée. Donc, il y a beaucoup d'économistes d'inspiration marxiste qui, en rigolant, disent que c'est des modèles qui seraient tout à fait utiles, mais pour faire autre chose. Donc, c'est pour montrer aussi qu'avec un jeu d'axiomes, on peut aller dans des directions différentes. Et quand on parle d'orthodoxie ou néolibéralisme, on parle peut-être plus de ce qu'on fait faire à l'économie néoclassique que de l'économie néoclassique elle-même. J'espère que c'était compréhensible. Non, mais c'est vrai que la base de l'économie néoclassique, c'est des individus qui maximisent leur utilité. C'est ça l'idée. C'est voilà, ils sont rationnels, ils essaient de maximiser leur utilité. Alors après, là où ça devient très général, c'est que chaque individu a sa propre, a sa propre fonction, entre guillemets, a son propre rapport au bien, son propre rapport à ce que c'est pour lui des choses utiles. Donc ça, c'est ça qui permet la généralité du modèle, quoi. Et puis du coup, le marché, c'est ce qui permet de faire se rencontrer tous ces agents qui cherchent à maximiser leur utilité. Puis du coup, on finit par tout penser en termes de marché. Je pense que je me rappelle que j'ai enseigné l'économie de la firme, et on se retrouve avec des choses où, voilà, effectivement, les économistes néoclassiques étant très embêtés, parce que la firme, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où il y a de la hiérarchie, où il y a des ordres, où il y a de la subordination, etc. Tu te retrouves un peu embêté, quoi, quand tu es économiste néoclassique, où tu te rends compte que ce qui permet de produire le plus efficacement, même dans une économie capitaliste, c'est quelque chose où il y a en fait de la hiérarchie, et ça pose un gros souci, ça. Et ils ont été obligés de faire toute une construction théorique très compliquée pour montrer que finalement, dans l'entreprise, tu n'as que des contrats, que la relation entre ton chef et toi, c'est pas une relation finalement de donneur d'ordre, entre guillemets, enfin d'employé-patron, mais c'est une relation entre, comme quand tu vas chez ton épicier et que tu achètes quelque chose, c'est des contrats qui sont renégociés en permanence, quoi. Bon, c'est très mal connaître le droit du travail et la façon dont les contrats fonctionnent réellement, mais on voit bien qu'ils essayent toujours
de repenser ça un peu de cette façon-là. Voilà, bref, ça me paraissait intéressant de rebondir là-dessus. Peut-être que Clara, toi, dans ta propre expérience, tu as une vision particulière aussi de ce que ça. Enfin, au-delà de PEPS, je sais pas si tu as peut-être des éléments à rajouter là-dessus. Peut-être à quel point c'est insidieux aussi, cette théorie-là. Il y a des impacts qui sont assez directs sur justement le développement, puis les espèces de politiques internationales, puis comment on voit le développement d'une façon assez linéaire. Puis que c'est des gens qui, d'abord, généralisent d'après des cas d'études de pays européens sur comment l'industrialisation presque peut s'appliquer de façon, les changements structurels, en fait, devraient tout à coup s'appliquer presque copie-coller, puis qu'il n'y a aucune hétérogénéité ou justement de hiérarchie de pouvoir au niveau international. Justement, donc, c'est le manque de diversité dans les théories et aussi l'idée de l'équilibre général, d'une certaine linéarité du développement économique, Oui. puis d'un ton neutre aussi de ce développement-là. C'est extrêmement problématique. Et ayant étudié en Afrique du Sud pour ma maîtrise, les gens levaient la main et disaient mais qu'est-ce que ces théories me permettent de comprendre et à quel point en fait c'est des théories qui sont d'une certaine façon presque on pourrait dire violentes par rapport à la réalité qui est expérimentée sur le terrain. Donc pas que pour les travailleurs dans le Nord, mais aussi sur les réalités générales du Sud. Il y a quelque chose qui est très il faut garder une critique sur cette espèce d'esthétique de l'économie, de quelque chose qui serait tout à coup une espèce de rencontre de la demande, puis de supply, De l'offre, supply and demand, oui, de l'offre et la demande, et d'acteurs rationnels. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment très, très esthétique, mais qui est très insidieux aussi dans son application. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ce côté où on naturalise en permanence, tu vois, l'économie produit déjà une naturalisation des phénomènes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Concrètement, c'est l'idée que ça existe en dehors du reste. On a cette espèce de truc qui serait l'économie et puis qui fonctionnerait d'une certaine manière dont il y aurait une seule façon, entre guillemets, de l'analyser correctement. Et tu as parlé de linéarité. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il y aurait une seule façon de se développer, entre guillemets, économiquement. Même la notion de développement pose problème, hein. Développement par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est quoi une économie avancée? Ça veut dire quoi avancer? Enfin voilà. On occupe complètement les jeux de pouvoir. Et puis on se dit, voilà, entre guillemets, les recettes pour que ton économie elle passe, entre guillemets, de économie en développement à développer, quoi. Et donc il y a vraiment cette espèce d'idée que c'est quelque chose de neutre. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental pour le coup. C'est que ça produit dans le discours public. Je pense qu'on pourra, si ça vous va, j'aimerais bien qu'on discute un tout petit peu de ça à un moment, mais je trouve que c'est exactement ça, quoi. Et cette espèce de Si je peux prétention ajouter, à la neutralité, ouais. Oui, pardon, excuse-moi, Clara. c'est peut-être anecdotique, mais on peut rajouter aussi le fait que les théories ont un impact aussi sur la façon de penser. Donc, le fait d'optimiser en tout temps, certaines études ont montré que les étudiants d'économie eux-mêmes changent en fait de mode de pensée. Donc, ils sont de moins en moins collaboratifs parce qu'ils intègrent en fait le fait de cette optimisation, cette maximisation-là de l'économie pour eux-mêmes changer leur comportement. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre de comment en fait on transforme aussi des étudiants d'économie dans leur façon de penser par la suite par cette idée-là. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a aussi moi une question qui m'intrigue. Alors il faudrait, je pense, des travaux qui existent sûrement par ailleurs, mais de ce que ça produit sur les élites, sur les hauts fonctionnaires en France, par exemple, de comment est-ce que ces théories aussi imprègnent d'une façon plus ou moins consciente, d'ailleurs, les imaginaires aussi des dirigeants d'entreprise ou des premiers managers, etc. Et comment tout ça concrètement après se traduit dans des pratiques dans les entreprises, quoi. Et en fait, il est même très probable que tout le monde sache très bien que ces théories ne veulent pas finalement dire grand-chose ou en tout cas sont pas très utiles. Mais par contre, le schéma qu'il y a derrière est quand même incorporé et se reproduit dans les pratiques institutionnelles, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît intéressant. Je crois qu'Evan, tu veux réagir, non? Moi, que je me trompe et je lise mal ton visage. Non, non, bien joué. Non, mais tout à fait. C'est ce qu'on voit notamment dans le champ de l'économique et la financiarisation. Quand on s'intéresse à l'essor de la financiarisation, dans la place de plus en plus importante de la finance dans l'économie, dans le monde réel, on se rend compte que c'est très, très corrélé à l'enseignement de l'économie et l'enseignement de la finance, qui est un champ de l'économie. Il y a des travaux qui sont là-dessus et qui rejoignent ce que tu disais à l'instant, notamment sur le fait que les cadres maintenant et nos têtes pensantes sont beaucoup formés dans les écoles de commerce, là où l'enseignement de la finance
est vraiment pro-marché, croit au pouvoir efficient de l'argent géré par le marché, organisé par le marché, et on a vu l'impact que ça a pu avoir lors de la crise de 2007-2008, et du coup ça montre bien le pouvoir performatif de l'enseignement de l'économie, des thèses qui sont faites en économie, et comment ça transpire. On dit que l'économie c'est le conseiller du prince, et en ce sens c'est vrai que ça a servi à justifier une domination et un certain sens de la marche, un certain sens donné à la façon dont on gérait les questions économiques. Donc, il ne faut absolument pas sous-estimer la force performative de ces questions-là. Et c'est pour ça que pour nous, la question de l'enseignement de l'économie est centrale, parce que l'enseignement en économie, en licence et ensuite en master, ne sert pas seulement n'est pas seulement destiné aux personnes qui vont faire des thèses en économie, bien au contraire, ça ne représente pratiquement rien, mais ça forme avant tout des futurs travailleurs, des employés, des professions intermédiaires ou des cadres d'entreprise. Ça forme des futurs citoyens, et donc ça a un impact grand et très performatif sur leur façon de se représenter l'économie, et de pouvoir contester ou non, en tout cas d'avoir un point de vue critique sur ce qu'on peut nous dire dans les médias, ou ce qu'on peut nous dire dans le monde réel, dans l'entreprise et dans ce qu'ils font au quotidien, bien sûr. En tout cas, voilà, au niveau de la finance, c'est très, très marqué, hein, la façon dont nos élites sont formées, et elles sont de plus en plus formées, elles passent de plus en plus par des grandes écoles de commerce, là où l'enseignement de l'économie, en particulier de la finance, est encore plus tenu par le mainstream et par les théories néoclassiques. Ah, ça, c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter là-dessus, Julien ou Clara, mais... J'ai aussi une anecdote de cet ordre-là. À l'Institut Violet, on travaille pas mal sur les questions commerciales. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point les gens ont des réactions très très spontanées, extrêmement violentes, quand on va, par exemple, dire qu'il faudrait avoir les mêmes standards sanitaires et techniques dans un pays qui exporte des trucs chez nous que chez nous, pour pas mettre en concurrence, par exemple, nos agriculteurs et des agriculteurs du Brésil. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un réflexe qui vient de cours d'économie qu'on a eu très très jeune, ou d'une espèce de sagesse commune un peu diffuse. Et ce qui est dingue, c'est que dans ces études-là, on n'apprend pas grand-chose en cours d'économie, mais on apprend des réflexes. Il y a même il faudrait que je le retrouve, mais il y a un papier de sociologie qui montrait à quel point le fait d'être pour le libre-échange était un marqueur d'insertion dans le champ des économistes. Que si tu es un bon économiste et que tu es quelqu'un, voilà, qui a fait de la vraie économie, tu es vraiment calé, tu publies dans les vraies bonnes revues, tu n'es pas comme les autres là, tu vas avoir un discours vraiment tranché sur certains sujets qui vont te permettre de te marquer. Et c'est quand Clara parlait d'insidieux, c'est vraiment ça, c'est que sans avoir un discours construit sur quelque chose, on va être prisonnier de ses propres préjugés. Par exemple, celles et ceux qui ont fait de la microéconomie se souviennent de ce qui se passe quand on met une réglementation, une taxe ou un quota sur un bien. Donc il y a l'offre et la demande qui se croisent, et normalement le prix du bien est censé nécessairement augmenter dès qu'on taxe ou dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on interfère avec le marché. Et même si vous êtes contre cette vision, même si vous êtes engagé politiquement pour plus de contrôle, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir les deux courbes qui se croisent, et puis la barre ensuite qui passe au milieu, et le bien-être général qui descend. Et c'est ça qui est très très dur. Nous, on veut du pluralisme parce qu'on veut déconstruire en fait ce qu'on apprend. C'est ça qui est horrible et très frustrant. C'est qu'il y a plein de bouquins critiques de l'économie, il y a plein de choses qu'on peut piocher, mais c'est très difficile de déconstruire. Et quand on travaille ensuite, malgré nos engagements, on est prisonnier de raisonnements tout faits qu'on n'a plus le temps ensuite, dont on n'a plus le temps de se départir. Et quand on travaille avec des hauts fonctionnaires ou des personnages politiques ou des gens qui ont une petite formation en économie, on voit ces biais qui sont vraiment très très importants, et qui expliquent beaucoup de blocages aussi. Et le fait qu'il y a beaucoup d'idées économiques, comme la réduction des dépenses publiques, la flexibilisation du marché du travail ou le libre-échange, qui sont très peu soutenues par la littérature économique elle-même, mais qui vont être défendues bec et ongles dans le débat public. Si Clara, tu as des éléments à rajouter là-dessus? Il y a l'aspect performatif sur les étudiants, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect de sélection, de quels étudiants décident de continuer avec leurs études. J'ai commencé on était 5, je pense, 5 amis à commencer le parcours en économie.
Bon, je pense que je suis la seule qui était peut-être idiote assez pour continuer parce que justement, ils ont eu une exposition à des points de vue beaucoup plus critiques en allant en sociologie, en philosophie ou autre, qui étaient en fait des questions qu'on avait tous en commençant les études en éco. Donc, il y a aussi ça peut-être à ajouter. La sélection qui se fait des étudiants, puis c'est vraiment dommage en fait. Et puis cette sélection, elle existe. Alors là, je parle dans le cas français, hein, pour le coup aussi dans le choix des thématiques de thèse, mais relativement à des stratégies d'insertion pour devenir ensuite maître de conf, par exemple, hein. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas du tout le champ universitaire, en gros, quand vous faites votre thèse, faut pas croire qu'une fois que tu as fini ta thèse, ça y est, tu soutiens ta thèse et puis le lendemain, tu es recruté dans une fac, hein. Ça se passe pas comme ça. Pour vous donner quelques éléments, tu finis ta thèse, tu es très content, tu as éclaté une bonne partie de ta vie parce que c'est quand même prenant, on va pas se mentir. Tu as mis ta santé mentale en péril, ça, il suffit de regarder les stats hein, sur la santé mentale des doctorants pour se rendre compte que bah ouais, c'est compliqué. Et puis ensuite, voilà, tu soutiens, bah, tu es très content, mais il y a plein encore d'étapes pour pouvoir être recruté et devenir maître de conférence. En gros, il y a deux voies. Vous m'excuserez parce que je sais que vous savez ça, mais je pense que dans le chat, tout le monde ne sait pas ça. Il y a deux voies. Soit on devient maître de conférence, c'est-à-dire on enseigne à la faculté, soit on devient chargé de recherche au CNRS, et là on est chercheur, c'est-à-dire de manière voilà, classique, entre guillemets. C'est un peu le Graal, ça, hein, parce qu'on ne vous force pas à enseigner vraiment. C'est là où tu as le plus de moyens, de temps, c'est-à-dire les deux seules choses essentielles à un boulot de chercheur. Bon, mais pour ça, il faut d'abord être qualifié dans un truc qui s'appelle le Conseil national des universités. Et évidemment, ça, c'est pas forcément évident. Parce que dans ce Conseil national des universités, eh ben, tout le monde n'est pas, par exemple, fan de Marx ou de Keynes. Et pour le coup, il y a des jeux de pouvoir intenses. Ça veut dire que si la majorité des économistes, et c'est d'ailleurs le cas, mais c'est évidemment plus compliqué que ça, c'est pas seulement des néoclassiques, c'est aussi des gens qui font la synthèse entre les néoclassiques et Keynes, etc. Bon, il y a aussi tout un tas de stratégies plus ou moins politiques et plus ou moins assumées, mais qui du coup peuvent faire ou ne pas faire passer des dossiers de chercheurs ou de chercheuses jugeant que les méthodes utilisées sont insuffisantes au regard des critères internationaux, etc. Que les publications ne sont pas dans des revues jugées suffisamment intéressantes. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Et vous arrivez à une situation où, si vous avez déjà réussi à être qualifié donc, au Conseil national des universités, et ben ensuite, encore faut-il réussir à décrocher un poste. Quoi. Et donc, il faut regarder les fiches de poste, évidemment. Si la fiche de poste, c'est spécialiste d'économétrie, et que vous, votre axe de recherche, c'est je dis quelque chose comme pour Clara, économie du travail et environnement, faire le lien, etc. Forcément, vous allez avoir une difficulté à vous insérer, au moins en France, quoi. Et donc ça produit, c'est une machine à se censurer, quoi. Que nécessairement, ça produit une recherche qui va nécessairement produire des résultats qui seront avec la visée, entre guillemets, bah, d'être recrutés, quoi. Et donc ça limite complètement les possibilités de recherche. Et je sais pas ce que vous en pensez de ça tous les trois, pardon, mais moi, c'est un truc qui est quand même affolant. C'est l'inverse qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'en physique, par exemple, on parle beaucoup de la physique quand on se compare, quand on est économiste un peu standard, mais on accueillerait à bras ouverts quelqu'un qui verrait les choses d'un œil différent. Parce que c'est comme ça que la science avance. Quand on confronte des points de vue, l'important, c'est pas tellement est-ce qu'il fait les bonnes méthodes, c'est est-ce que ces méthodes sont rigoureuses. Et la question du pluralisme est liée à ça. Bon, j'ai trop parlé, mais j'espère que ça va vous inspirer des choses. Oui, bien sûr, hein, c'est d'ailleurs une critique, la critique la plus répandue quand on n'attaque pas les mainstream, mais quand on demande juste un peu plus de pluralisme et une approche différente des problèmes économiques, c'est la réponse toute faite, c'est oui, mais les autres approches ne sont pas scientifiques. Parce que une des justifications à la naissance des néoclassiques, hein, c'est qu'on a reproché au XXe siècle, notamment, aux économistes d'avoir des résultats qui n'étaient pas scientifiques parce que pas exacts et que c'était évidemment une science humaine et sociale. Donc l'humain n'étant pas rationnel et n'étant pas parfait, on ne peut pas avoir des résultats exacts pour tout le monde et pour tous les cas de figure. Donc quand on demande plus de pluralisme, généralement, on nous répond oui, mais les autres approches ne sont pas scientifiques, les autres approches ne publient pas dans les meilleures revues. Quand vous êtes doctorant, vous êtes chercheur hétérodoxe et que vous faites vos travaux sans utiliser la théorie néoclassique, vous avez moins de chances de publier dans les meilleures revues. Et votre classement, vos publications dans les meilleures revues vous
vous permettront d'avoir généralement les meilleurs postes. Ça fait partie du CV, ça fait partie des critères pour être recruté. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on peut tout à fait critiquer cet argument selon lequel les autres sciences sont pas, les autres théories sont pas scientifiques, alors même qu'on sait que, comme tu le disais, la confrontation d'idées, l'échange de points de vue est essentiel et fait partie des piliers épistémologiques d'une science. Une science, elle vit, elle innove parce que on accepte qu'un chercheur dise non, la Terre est plate, et tant qu'il n'a pas prouvé que la Terre n'était pas plate, la controverse existe, et c'est de cette controverse que va naître peut-être un jour l'innovation pour prouver à nouveau que la Terre était plate. Évidemment, on ne le prouvera jamais, mais c'est juste de dire qu'on a besoin de la controverse pour créer du contenu, pour faire naître des idées, et la seule condition, c'est juste d'accepter les points de vue différents en respectant bien sûr une démarche scientifique, en respectant des règles déontologiques, en respectant des règles de terrain, des règles d'empirisme, etc. Mais on ne peut pas se prétendre scientifique si on cloisonne totalement une science, si on empêche le débat, si on empêche la différence de point de vue, évidemment. Donc après, on peut se demander l'intérêt politique derrière, l'intérêt intellectuel derrière, de ne pas laisser les sciences économiques vivre, exister comme toute autre science, et empêcher l'apparition d'autres points de vue, empêcher une lecture, par exemple, de classe, une lecture en termes d'institution, etc. Donc la question peut se poser, et un des grands arguments à répondre aux néoclassiques et à ceux qui refusent le pluralisme, c'est qu'on ne peut pas se prétendre être science si on refuse la contradiction, si on refuse la pluralité de points de vue, évidemment. Si je peux continuer aussi, bien sûr, et puis en même temps répondre aussi à une question qui a été posée dans le chat. Il y a aussi des changements qui se sont opérés dans les départements. Par exemple, on prend McGill, l'université où je suis allée, qui est une des plus grandes universités au Canada. Le département d'économie était pluraliste dans les années 70. Et donc, il y a eu pas de nouvelle embauche par rapport à des gens qui étaient justement hétérodoxes. Il y a eu vraiment une concentration d'une certaine façon de faire de l'économie. Et c'est vraiment la même période, en fait, du néolibéralisme. Donc, il y a quelque chose aussi qui était vraiment très politique par rapport aux changements qui se sont opérés dans les universités. Et on ne peut pas juste seulement dire que c'est un débat pour une science diversifiée, etc., sans prendre en compte l'aspect politique que ça a aussi, ce changement-là qui s'est opéré. Donc, ce n'est pas que la science économique n'a jamais été comme ça, puis qu'on doit la comprendre dans l'absolu en tant que science neutre et presque proche de la physique. En fait, ça a été l'origine, c'est l'économie politique. Et donc, ce pluralisme-là aussi, en général, a été progressivement évincé, en fait, des départements. Puis, comme tu le soulignais, c'est beaucoup aussi par la structure de l'université, le type de publications qui sont faites, le type de pression qui sont faites aussi aux enseignants pour quel genre de produit, en fait, donne un académique plutôt que quel genre de contribution à la société puis à la pensée critique. Donc, complètement. Mais tu vois, je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé aussi en France. Pour le coup, il y a une association qui s'appelle l'Association française d'économie politique. Alors attention, parce que le sigle AFEP, c'est aussi l'Association française des entreprises privées, donc à ne pas confondre, évidemment. Mais pour le coup, il y a un travail qui a été fait en 2013-2014, j'ai oublié, par l'AFEP, qui justement montre très bien aussi ces changements-là. C'est-à-dire qu'il y avait des marxistes, beaucoup en France, il y avait des keynésiens, il y avait une forme de pluralisme, pour le coup, qui, en fait, a progressivement disparu, et c'est ça qui est tragique, quoi, qui est sur le point de... en tout cas, même s'il y a des luttes et même s'il y a la volonté que ça ne disparaisse pas, c'est en train petit à petit de disparaître, mais pour des raisons qui sont pratiquement des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui permet d'avoir des départements pluralistes? Il faut qu'il y ait soit des directeurs de recherche, soit des professeurs, c'est-à-dire ceux qui sont, après avoir été maîtres de conf, qui ont dirigé des thèses pendant longtemps et qui sont passés à un autre statut, et qui soient capables, eux, de diriger des départements, quoi. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les départements ont été repris par des néoclassiques, ou en tout cas des néo-keynésiens, ou on va dire des gens de la théorie standard, qui aussi fermaient, entre guillemets, derrière eux la porte, qui fait qu'ils disaient, bon voilà, maintenant, on fait, entre guillemets, de la vraie économie, je mets bien sûr des guillemets, et on va faire des choses dures, on va faire avec les nouvelles méthodes, et puis il y a régulièrement, tous les 10-15 ans, des espèces de modes, des méthodes aussi qui arrivent, pour
peut-être en reparler aussi, celles qui deviennent d'un seul coup, aujourd'hui c'est l'économie comportementale, voilà, ça c'est la nouvelle grande mode, ou alors l'économie expérimentale, enfin plein de choses. Il y a Arthur Jatteau par exemple qui a écrit, qui est d'ailleurs un des membres fondateurs de PEPS, qui a écrit un super bouquin sur les expérimentations aléatoires, où ça a été ça, voilà, à un moment, la grande méthode, voilà. Mais pour le coup, ça ferme la porte derrière, quoi. Donc quand tu fermes la porte, tu laisses pas la place au pluralisme. Et c'est ça, je pense, en grande partie, qui a expliqué que les départements, les uns après les autres aussi en France, hein, ont largement changé. Et ce qu'on appelait économie, c'est aussi largement restreint, quoi. C'est ça qui, à mon avis, fait partie de la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Julien, peut-être que tu avais des choses là-dessus? Sur ce que tu dis aussi, il faut peut-être souligner à quel point les débats théoriques ont complètement disparu de l'horizon intellectuel. Même, ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez, Evan et Clara, mais je trouve que par rapport à quand on s'est engagé à PEPS, moi je me souviens, j'ai dû rejoindre en 2016, et maintenant, il y a toute une branche de l'économie qui était très empirique, donc à la fois Piketty commençait enfin, à être super connu, Esther Duflo, enfin, je me souviens plus tant que ça, mais c'était pas encore une star, mais quand même. Enfin, la référence, c'était pas encore totalement les questions empiriques. Et en plus, la crise de 2008 avait remis un peu sur le devant de la scène des auteurs comme Marx, Keynes, Minsky, ou même Hayek, des auteurs libéraux qui s'intéressent à comment fonctionne vraiment le marché. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, pour le coup, que ces débats-là n'existent vraiment plus. Et on essaye de tout cacher derrière juste une question seulement de quantification et de faire des travaux empiriques. Ça rend d'autant plus difficile, je trouve, ce débat sur le pluralisme, parce que les gens répondent, mais en fait, il y a pas de débat sur le pluralisme, vous êtes 30 ans en arrière. Aujourd'hui, on fait des études, il y a des bases de données et on regarde des corrélations. C'est vous avez vos vieux auteurs qui ont 150 ans et vous posez une question qui ne se pose plus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme ça que le débat commence à être. C'est que cette question-là, tout ce qu'on est en train de dire, en fait, n'est plus d'actualité à cause d'un supposé tournant empirique et plutôt athéorique, et l'idée que la théorie, ça ne sert pas à grand-chose. Et même les économistes mainstream très empiriques disent eux-mêmes qu'ils ont complètement dépassé leur théorie, et du coup, il n'y a même plus de débat aussi sur la théorie néoclassique. Ouais, non, complètement. C'est vrai que ça se. Espèce de côté, je me rappelle qu'on parlait de ça avec des gens qui étaient soit à PEP, soit proches sur l'espèce de vision de l'économiste comme étant un ingénieur du social, hein. Ça veut dire que son boulot, c'est de répondre à des problèmes spécifiques, un peu comme ce que fait l'ingénieur, pour le coup. L'ingénieur répond à des problèmes. Voilà, j'ai une structure, on va faire en sorte que la structure soit solide, etc. Enfin, je dis ça, pardonnez-moi les ingénieurs dans le chat, hein, c'est sûrement pas ça le boulot de l'ingénieur, mais pour le coup, il y a un peu de ça. Ça veut dire, la pauvreté est un problème, comment est-ce qu'on règle le problème de la pauvreté, quoi, vous voyez, avec, comme si c'était des éléments techniques. On va faire des expérimentations. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, on se rend compte que quand on donne de l'argent à des pauvres, à un groupe sélectionné A et qu'on n'en donne pas à un groupe B, eh ben, le groupe A vit mieux parce qu'il est moins pauvre, vous voyez. Bon, je caricature bien sûr, mais il y a quand même quelque chose comme ça comme étant de la résolution de problèmes, quoi, hein. Et je pense que ça, c'est assez important. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. On le voit très bien avec le débat sur la dette, hein, sur les dettes publiques depuis la crise du Covid, hein. Tous les débats qui sont sur les plateaux de télévision, nos experts économiques au JT nous parlent de comment on va réduire la dette, et absolument pas il n'y a pas de questionnement préliminaire à savoir qu'est-ce que la dette publique. Est-ce qu'on peut en effet comparer la dette publique et la dette privée? Est-ce qu'on peut réfléchir avec les mêmes logiques? Et il y a tout un travail de déconstruction qui devrait être fait là-dessus, un travail de réflexion, de réflexivité sur les mots qu'on utilise, les concepts, ce qu'ils signifient. Et finalement, comme tu dis, hein, on traite la question que d'un point de vue technique, voilà, comment je vais réussir à faire baisser la dette, et pas du tout de réflexion sur le sens des mots, sur le sens des concepts, et ce genre de choses. Et après, là on revient à ton introduction et à qu'est-ce qu'un économiste. Est-ce que François Langlais, l'économiste en chef de TF1, qui a une maîtrise c'est l'exemple qu'on cite tout le temps, hein, mais qui a une maîtrise en lettres modernes à Paris 1, certainement que sa maîtrise en lettres modernes lui permet de comprendre certaines choses, mais peut-être pas d'être plus au fait des questions épistémologiques et de toutes les théories qu'on trouve en économie. Et pourtant, lui va donner le beau temps, va faire la pluie et le beau temps sur les débats économiques en France, en les vidant de leur substance, alors en vidant de la vision de classe, en vidant de la vision sociale, en individualisant tous les problèmes et en individualisant aussi les solutions. Donc bien sûr, hein, on le voit très bien, et vraiment, et je pense que les personnes dans le chat
le voit bien, hein, le débat sur la dette publique actuellement en France, c'est le grand marqueur de l'état du débat en économie et sur l'état des connaissances aussi en économie. Oui, complètement. Non, c'est... Aussi pour ajouter, donc on parle de résolution de problèmes à l'ingénieur, un peu à la ingénieur, mais il y a un problème qui est celui de la résolution de quel genre de questions on pose en fait, Exact. quel genre de questions on décide en tant que société de se poser, où est-ce qu'on veut investir les efforts intellectuels des économistes ou des académiques, c'est quoi le rôle en fait des académiques pour aider à la société. Puis si on pose la question à partir de quelles données est-ce qu'on a ou quelle méthodologie je peux appliquer pour quel test je peux faire sur une population X, on part un peu d'un mauvais début. En fait, on part d'une méthodologie ou d'une base de données plutôt que de partir d'une question sociale pour ensuite peut-être avoir du pluralisme même dans les méthodologies puis les théories qu'on utilise, puis aller plus loin pour répondre à une question. Donc, c'est même pas une vraie résolution de problème d'une certaine façon. Alors que c'est des fois présenté comme ça. Ah non, mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur quelles questions on décide de se poser. Et en fait, c'est ça, à mon avis, qui devrait être aussi la base, entre guillemets, d'une science fondamentale. Le coup, c'est quelle liberté on laisse. Et en fait, alors, il y a pas seulement la liberté, entre guillemets, explicite. C'est évidemment que tout est censé normalement être libre, mais encore faut-il, si tu veux pas vivre de rien, d'amour et d'eau fraîche, avoir un financement, etc., évidemment que là, il faut aller chercher de l'argent, hein. Il y avait souvent une blague qu'on faisait avec Philippe Batifoulier, enfin c'est lui qui la faisait, c'était les chercheurs, ils passent plus de temps à chercher de l'argent qu'à chercher tout court. Et c'est exactement ça. Ça veut dire du coup, comment est-ce que tu orientes les sujets de recherche pour avoir du pognon? Concrètement, c'est un peu ça, hein. Et ensuite, comment tu fais pour quand même garder une certaine autonomie scientifique derrière? Et c'est ça qui est très compliqué, quoi, hein. Et donc du coup, évidemment que les ANR, donc les ANR, c'est l'Agence nationale pour la recherche, c'est ça en fait que tous les chercheurs aujourd'hui chassent, entre guillemets. Ils vont chercher des financements ANR pour des projets de recherche. Évidemment, c'est beaucoup plus sexy de faire un projet de recherche sur Bitcoin, environnement 2050, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui bossent sur le Bitcoin, mais c'est sûr que c'est quand même très à la mode en ce moment, que de faire un projet de recherche sur, je sais pas moi, les aides publiques aux entreprises en perspective depuis 2008. Et là, je vous invite à faire ces projets de recherche, ça nous aidera beaucoup. Je plaisante évidemment. Mais pour le coup, voilà, il y a quand même vraiment, ça oriente beaucoup, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est vrai que ça, finalement, à un moment, on n'y réfléchit même plus. Et je pense qu'il y a un élément qui me paraît fondamental. Je ne sais pas ce que vous pensez aussi, quand je pense à l'exemple de l'économiste comme ingénieur du social, c'est aussi pour moi toute la culture de l'évaluation. C'est-à-dire, en fait, l'économiste devient aussi un évaluateur en chef. Ça, bon, il y a des ressorts politiques très forts, hein, mais voilà, on va évaluer les effets du CICE. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, en tout cas, de la vision de l'économiste comme étant celui qui va évaluer les politiques publiques. Ce que ça implique derrière. Oui, ça, tout à fait, hein, tout à fait raison. Et il y avait une tradition, donc il y a le mainstream, hein, il y a une néoclassique, et il y a beaucoup d'autres écoles de pensée qui sortent du cadre du marché, de la rationalité de l'individu dans la construction de leur théorie, ce qu'on appelle les hétérodoxes, qui peut regrouper, hein, c'est tout ce qui est en dehors de l'orthodoxie, tout ce qui est en dehors du mainstream, donc c'est très large. Mais en France, on a de la chance d'avoir beaucoup d'écoles de pensée hétérodoxes, notamment institutionnalistes, hein, les régulationnistes, et les conventionnalistes, notamment Olivier Favreau pour les conventionnalistes, Robert Boyer notamment pour les régulationnistes. Donc on a eu la chance en France d'avoir, depuis les années 80, des écoles de pensée institutionnalistes hétérodoxes françaises. Et on avait notamment les conventionnalistes, hein, qui étaient très présents à l'INSEE. Et qui du coup faisait un travail de réflexion des catégories. Pas seulement de réflexion sur l'impact de telle ou telle politique publique, mais aussi une réflexion sur comment cette politique publique a été construite, comment on mesure, parce que ce n'est absolument pas neutre, par exemple, de mesurer l'inflation, hein. C'est un travail que fait Florent Janicatrice actuellement, hein, professeur des universités en économie à Lille, au CLERC, qui réfléchit à l'inflation, à savoir, mais est-ce que finalement c'est neutre la façon dont on mesure l'inflation, parce que suivant les biens que vous allez choisir, suivant comment vous allez construire votre indicateur, vous n'allez pas avoir le même taux d'inflation, et on sait que le taux d'inflation va déterminer ensuite l'augmentation des salaires, l'augmentation des loyers, etc., enfin, l'augmentation de différentes aides sociales, etc. Donc c'est absolument pas neutre, mais on a de moins en moins de chercheurs parce que pour les raisons qu'on connaît, qu'on a déjà citées, de précarisation de la recherche, de recrutement qui s'amenuise pour
pour les hétérodoxes, on a de moins en moins d'économistes qui sont capables comme ça de réfléchir, de penser hors cadre et de penser le cadre dans lequel on va mesurer les politiques publiques et le cadre dans lequel on va faire ces politiques publiques-là. C'est le théorème du lampadaire de Fitoussi, hein, de dire c'est la personne qui a perdu ses clés de voiture et qui cherche ses clés de voiture en bas du lampadaire. Et quelqu'un passe et lui demande s'il a bien perdu ses clés ici, et le monsieur qui a perdu ses clés lui dit non, en fait, c'est juste qu'il n'y a que là où j'ai de la lumière, donc il n'y a que là où je cherche mes clés. Ben, c'est le même principe. Si on ne réfléchit pas à pourquoi on cherche ici, on passe à côté du problème et on passe à côté d'une ouverture possible beaucoup plus grande des problèmes économiques et de la façon d'y résoudre. Donc, on peut aussi être triste du nombre de plus en plus limité de chercheurs, justement, qui réfléchissent à ces catégorisations, à la façon dont on mesure, à la façon dont on utilise les outils, etc. Et c'est un travail qui était fait à l'INSEE à l'époque, notamment par les conventionnalistes. Et on peut regretter que ce travail soit de moins en moins effectué. On souhaite bon anniversaire à l'INSEE d'ailleurs, hein, c'est l'anniversaire de l'INSEE. Mais ça, en fait, ce que tu dis, c'est fondamental. Alors là, je change un peu de casquette entre guillemets, mais du point de vue syndical, ça c'est un enjeu majeur. Ça veut dire que la construction du chiffre, tu vois, en fait, qui s'impose comme étant une donnée, ça veut dire, bah voilà, l'inflation. Il y a un élément qu'on oublie très vite, mais les négociations annuelles obligatoires dans les entreprises sont basées sur le fameux indice INSEE. Donc forcément, un indice, tu vois, qui se pose comme ça, en fait, si on questionne pas la construction du chiffre, forcément, on se dit, bon, bah voilà, c'est l'indice INSEE. Mais derrière, les conséquences sont énormes. Ça veut dire que ça définit les trajectoires macro sur l'évolution des salaires à un moment donné. C'est immense comme truc, quoi. Donc pour moi, ça implique de repenser très, très fortement ce qu'on met derrière, ce qu'on utilise et l'utilisation qui en est faite et comment est-ce qu'on construit le chiffre. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et tu l'as dit, hein, les catégories, poser des catégories, un truc tout bête, mais les professions catégories sociales, enfin socio-professionnelles, ce sont des catégories, hein, qui sont questionnés en permanence, etc. Donc, tout ça mérite qu'on le discute et qu'on le questionne. Je pense qu'effectivement, c'est un élément fondamental et qui méritera qu'on y revienne. Alors, tu as cité les conventionnalistes, donc, qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là, mais aussi aux questions de normes, etc. Tu as parlé des régulationnistes, qui s'intéressent plutôt d'inspiration marxiste, hein, l'évolution régime d'accumulation dans le temps. Je pense que je ferai des émissions spéciales là-dessus avec des éminences du domaine. Je pense que c'est bon de donner à voir aussi ces écoles-là, hein, qu'on appelle institutionnalistes, parce que justement, elles s'intéressent au rôle des institutions et pas à des agents comme ça qui seraient soit dans des contrats en permanence, soit raisonneraient du point de vue individuel seulement. Bon, mais j'ai peut-être coupé la parole à nos deux autres intervenants, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus, sur ces éléments-là. Sinon, si c'est OK, on peut passer après à ce qu'on peut faire pour changer. Et ce qui existe aussi comme alternative, parce que là, on est sur l'existant. Et qu'est-ce qu'on peut mieux faire et qu'est-ce qui existe déjà? Peut-être Julien, par exemple? Alors, il y avait déjà le modèle qui était proposé par PEPS, donc changer la pédagogie, changer l'enseignement de l'économie. Et le changer comment? C'est ce qu'avait dit Evan sur l'approche par objet. Donc plutôt qu'avoir un triptyque macro, micro, économétrie, avoir par exemple un cours transversal d'1h30 ou de 3 heures pour un semestre, le travail. Et puis l'autre semestre, la monnaie. Et à travers ces cours transversaux, poser plein de questions qui vont ensuite être résolues dans les cours annexes, justement, où on fera là de la modélisation. En fait, on pourrait même appeler ça des cours de macro et de micro, on pourrait appeler ça des cours de modélisation. Et les étudiants seraient bien meilleurs en plus en économie, je pense, parce qu'ils comprendraient que les outils, au lieu de faire tourner à vide les outils avec même pas de questions que tu te poses, là, ils comprendraient c'est justement la tentative de mener une démarche scientifique pour répondre à un problème. Et ce serait quelque chose enfin, nous, on est convaincus à PEPS que même il y aurait une bien meilleure réussite dans les études d'économie et beaucoup moins d'exit. Enfin, moi, je disais en rigolant juste avant à Evan que j'ai doublé mes notes en micro en lisant une critique de la théorie néoclassique et de la microéconomie, parce que ça te permet de comprendre le narratif qu'il y a derrière ça. Et aussi, il y a des initiatives assez chouettes. Disons, c'est un réseau qui s'auto-organise. Disons, le mouvement pluraliste à l'international, il est pas mal regroupé au sein du réseau Rethinking Economics. C'est un ensemble je pense qu'il y a une centaine d'associations dans le monde entier, ça couvre tous les continents. Et il y a une initiative dont j'aimerais parler qui s'appelle Exploring Economics, qui est une plateforme
sur laquelle on regroupe plein de contenus, des podcasts, des MOOC, des articles, des cours en ligne. Et ce contenu, il est classé par école de pensée. Et il est classé aussi parce que c'est une pratique de l'interdisciplinarité ou parce qu'il est réflexif. Et ce contenu, en fait, il est mis en ligne par n'importe qui. Il y a une équipe d'étudiants bénévoles qui s'occupe de revoir un petit peu ce contenu-là, aussi d'en rajouter, et qui fait en fait un travail éditorial, quoi, qui gère un peu, qui filtre ce qu'on met sur la plateforme. Et il y a une campagne, je vais mettre ça dans le chat, mais il y a une campagne qui s'est ouverte justement pour participer à l'équipe d'éditeurs. Et je vais juste donc faire un peu cette pub parce que c'est une initiative que je trouve vraiment chouette et qui a réussi à ramener beaucoup d'étudiants qui sont un peu perdus dans leur truc. Tu fais une licence, un master d'économie, tu t'emmerdes un peu, tu prends ton mal en patience, tu n'as pas forcément des gens avec qui échanger ça. Et puis monter une orga, monter un truc comme PEPS, c'est quand même pas facile. Tandis que participer à des initiatives un peu ponctuelles où tout ce que tu as à faire, c'est mettre en ligne des trucs que tu kiffes et apprendre de nouvelles choses, ça, c'est des trucs qui marchent vraiment bien. Et il y a aussi une partie qui est super intéressante sur ce site, si vous y allez, qui s'appelle Orientation, où il y a l'ensemble des écoles de pensée que l'équipe scientifique avait identifiées, qui sont représentées, je le mets ici dans le chat. J'attends juste que le slow mode se termine. Ah, désolé, ouais, quand on dépasse les 100, je mets le slow mode, sinon. Oh, tant mieux. Et la partie d'orientation, je la kiffe. Je sais pas si tu peux mettre ça à l'écran, Mathieu, mais c'est un truc où il y a plein d'écoles de pensée qui sont reliées à quatre concepts: la rareté, l'incertitude, la domination et le changement. Et en fait, j'adore cette infographie parce qu'elle montre à quel point tout ce qu'on défend là, le pluralisme, ça va pas rendre plus compliqué l'économie. Au contraire, ça va permettre aux étudiants d'avoir une vision plus structurée et de vraiment comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose vraiment qu'il faut souligner parce que parfois on est accusé par beaucoup de profs que voilà, hein, c'est des espèces d'élucubrations d'intello qui voudraient complètement partir dans tous les sens, alors que justement pour avoir une vision systémique de l'économie et pour avoir du recul, on peut prendre conscience de manière synthétique de toute la diversité, notamment des écoles de pensée. Et je le montrerai à la fin du live. Je repasserai avec juste ma tête. Je montrerai parce que si je le fais maintenant, ça va foutre un énorme bazar. Ok, mais je l'ai mis dans le chat. T'inquiète, j'ai déjà ouvert la page, donc je ne manquerai pas de le montrer. C'est marrant. On discutera ensemble après de comment tu as choisi les quatre variables. Alors, c'est pas moi, hein, c'est une initiative, ça vient de Rethinking Economics et c'est des chercheurs, enfin ils ont publié un papier de recherche là-dessus, c'est l'équipe allemande de Rethinking qui a fait ça. Et nous, PEPS, en fait, on s'est occupé de la traduction de la plateforme en français avec surtout le travail des Belges, parce qu'on est une petite asso et les Belges, ils ont beaucoup travaillé là-dessus et on anime justement les différentes campagnes et on a même trouvé des sous pour payer quelqu'un pour coordonner cette équipe d'éditeurs. Donc c'est ça que PEPS fait actuellement. C'est un peu ça nos dernières activités. Super. Bah écoute, je montrerai ça avec plaisir juste après, c'est top. Impeccable. Et je lisais un petit peu le chat, là j'ai vu qu'un collègue doctorant de Paris 13 avait mis un lien vers le site de l'AFEP, hein, donc de l'Association française d'économie politique, qui liste cartographie toutes les licences et les masters qui ont une approche pluraliste, hein. Donc peut-être pas totalement pluraliste bien sûr, mais ça peut être intéressant, autant des masters professionnalisants que des masters à visée recherche, hein. Donc master à visée recherche, il y en a plusieurs, notamment à Paris, hein, Paris 10, Nanterre, HESS, etc. Mais il y a aussi des licences et des masters qui sont destinés à ceux et celles qui veulent rentrer sur le marché de l'emploi ensuite et pas faire de recherche. Il y a des masters qui existent, ça va être intéressant. Et comme disait Julien, d'une part, c'est plus intéressant pour les étudiants d'avoir une approche pluraliste, et puis même en tant que citoyen et en tant que futur travailleur, ça ne peut que vous apporter quelque chose que d'avoir une approche par objet et d'avoir une approche des problèmes qui vous entourent par différentes sciences, et finalement d'augmenter un petit peu votre caisse à outils, d'être capable d'analyser les problèmes de différentes manières. Donc même pour votre employabilité, ça peut être aussi totalement un avantage, au-delà de l'intérêt intellectuel, que de faire une licence ou un master pluraliste. Faut-il encore être capable de pouvoir changer de ville si la licence ou le master n'est pas dans votre ville d'habitation, évidemment, hein. Et ça peut-être qu'on pourra en parler plus tard, hein, des solutions qui existent. Et on voit que la LPR et l'orientation que prend l'enseignement supérieur actuellement depuis quelques années
depuis quelques dizaines d'années, et particulièrement sous Emmanuel Macron, Frédéric Vidal, est peut-être dérangeant parce que il y a de moins en moins de moyens et qu'on crée en fait des universités de première zone et de seconde zone et qu'on n'a pas tous les moyens de déménager à Paris pour faire une licence ou un master intéressant, ou qu'on n'a pas tous les moyens parce qu'on vient d'un lycée qui est mal noté sur la plateforme de vœux post-bac. On n'a pas tous les moyens de rejoindre une licence ou un master qui est peu réaliste. Mais dans tous les cas, il y a ce gros travail fait par la FEP qui mérite d'être vu. Donc, si jamais vous êtes en terminale ou si jamais vous voulez vous réorienter ou tout simplement faire un master, n'hésitez pas à consulter le site et aussi à envoyer un mail à PEP, ça on est là pour ça, ou sur les réseaux sociaux, parce que nous, on sera aussi capable de vous conseiller le cas échéant. Super ça, j'ai remis le lien vers la FEP dans le chat. Tu peux remettre un lien si tu veux sur le Twitter de PEPS, etc. C'est pas un problème. Et Clara, tu me parlais dans le message que tu m'as envoyé des expériences un peu qu'il y avait eu au Québec, je crois, sur les universités, enfin les luttes populaires des années 70 et ce que ça avait produit dans les facs. Est-ce qu'il y a un lien avec le pluralisme ou pas, du coup? Peut-être en fait le rôle en fait de l'économiste comme personne qui serait en interaction avec les mouvements, ça a été quelque chose qui a été fait quand même beaucoup en économie sociale au Québec. Donc comment en fait on peut être comme le transfert de connaissances, puis l'utilisation un peu plus proactive du savoir économique pour justement dans l'université qui s'appelle UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, qui est une université qui a été créée dans les années 70 avec un but populaire, en fait. Donc, il y a cette idée de l'université en tant qu'une institution qui a une visée sociale. Donc, il y a peut-être ça qui est un écho, mais peut-être pour ajouter aussi de dire, en fait, ce n'est pas que de créer des outils. Donc, je pense que ce que vous soulignez, c'est des choses qui brisent beaucoup l'isolation, puis c'est extrêmement important. Moi, je me rappelle avoir été très découragée quand je commençais mon bac, ouais, on dit bac au Québec, là, mais la licence en économie. Je trouvais que c'était isolant, je trouvais que c'était un peu décourageant. Je me demandais, est-ce qu'il y a justement une diversité? Puis, ces outils-là qui sont Exploring Economics ou juste la liste des programmes est super importante. Donc, il y a en fait la création d'outils qui est importante pour nourrir un mouvement, mais il y a aussi une mobilisation des étudiants qui est extrêmement importante. Peut-être le mouvement est un peu moins là. Il y avait un momentum après la crise économique. Mais il faut voir, en fait, les gens en licence comme une masse critique parce que c'est des classes parfois immenses. Les cours d'économie sont très, très populaires. Il y a des cours, il y a des amphithéâtres de 300 personnes. C'est des cours qui rassemblent beaucoup d'étudiants parce que, justement, il y a ce statut à être capable de parler de l'économie. Mais il y a donc aussi une masse critique pour pouvoir faire pression, pour pouvoir dire on est tellement d'étudiants qui aimeraient apprendre différemment l'économie. Puis présentement, le momentum de cette masse critique-là peut être extrêmement nourri en fait par la crise écologique. Il y a tellement de personnes qui veulent être informées, il y a des gens au primaire qui veulent savoir comment ça fonctionne, donc ça fait que sens que de dire c'est une masse critique qui va vouloir en fait parler d'économie écologique, parler de l'impact que ça a de façon critique, du fait que on ne peut pas tout marchandiser, on ne peut pas mettre un prix sur toute cette crise-là de façon aussi automatique. Donc, peut-être c'est ça, de ne pas oublier que c'est un mouvement aussi, de voir quelles stratégies peuvent être adoptées, puis en regardant en fait les différents mouvements qui ont eu lieu, qu'il y a eu en France, ça a été un peu plus dans un débat théorique, j'ai l'impression, mais Rethinking Economics, qui était beaucoup aussi basé en Angleterre, a justement poussé en fait pour mobiliser les étudiants avec une façon plutôt amusante d'apprendre, qui a été aussi par rapport à faire des soirées cinéma où est-ce qu'on parle de façon plus critique de l'économie. Puis il y a ça qui est important aussi à garder en tête, que c'est un mouvement, c'est une mobilisation politique. Ah, complètement, c'est vachement intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que ça repose la question de la place de l'économiste, de son rôle. Alors, bon, c'est vrai que dans les autres sciences sociales, pour le coup, je pense en sociologie, par exemple, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus travaillé. Et le côté réflexif, ça veut dire qu'est-ce que je produis quand je fais de la science en tant que sociologue? Est-ce que c'est censé être utile tout de suite? C'est quoi ma relation avec les mouvements sociaux, etc., avec les entreprises? Bon, c'est sûr que j'ai l'impression qu'en économie, c'est un peu moins poussé, alors qu'en fait, les problèmes sont exactement les mêmes. Et c'est absolument certain. Mais ce qui me fascine, moi, c'est le pouvoir que ça peut avoir d'être économiste
ou alors de se dire économiste. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très vite à la télévision. Il suffit d'écrire économiste pour que tout de suite, on ait une aura de sérieux, même si ce qu'on dit est d'une affligeante banalité, quoi. Parce que parfois, on ne peut pas toujours réinventer la roue, ce qui est normal, surtout si on n'a que 5 minutes pour parler. Mais l'effet que ça fait, quoi, il y a cette espèce d'effet de sérieux, là, c'est tout à fait important. Et je pense que l'intérêt de ce qu'on est en train de faire là en ce moment, bah, c'est de montrer que justement, ce n'est pas des choses naturelles qui sont enfin, discutées par des techniciens, et c'est des choses profondément sociales. Et social, ça ne veut pas dire que c'est pas tangible. Ça veut juste dire que c'est pas des mécanismes comme ça qui sortent de nulle part. Hein. C'est des mécanismes sociaux. Souvent, il y a des gens qui disent ah mais tu dis que c'est une construction sociale, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que c'est une construction sociale. Une construction sociale, ça veut juste dire que c'est historiquement situé à un moment donné. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Je veux dire, ça produit des choses très concrètes. Dire que la monnaie c'est une construction sociale, bah, ne pas en avoir, ça produit quelque chose. Hein, ce qui n'empêche pas le fait que la monnaie soit une construction sociale. Bon bref, comme cette parenthèse. Mais ça m'interroge beaucoup sur cette place de l'économiste, mais peut-être qu'on a encore d'autres choses à dire avant sur cette histoire de pluralisme et sur son actualité. Est-ce qu'il y a des choses à amender encore là-dessus, enfin à rajouter peut-être? Julien, je crois, ouais. Après, j'ai plaidé pour ma chapelle parce que je suis dans un think tank écolo, mais je pense qu'il y a plein de sujets politiques qui tapent dans le ventre mou de l'économie. À un moment, ça a été aussi les questions de développement il y a 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, les économistes sont mainstream, ont beaucoup de mal à répondre aux préoccupations de la société civile et des citoyens sur l'écologie. Par exemple, il y a un papier du Monde qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui déplorait le fait que les économistes ne s'intéressaient pas à l'écologie. Et il y a Christian Gaulier, qui est quelqu'un qui travaille à la Toulouse School of Economics et qu'on pourrait considérer comme un représentant vraiment de l'approche mainstream de l'environnement. C'est quelqu'un en plus de très solide et qui est ouvert au débat, mais c'était très intéressant ce qu'il a tweeté, parce qu'il a dit, mais oui, mais ça fait 30 ans qu'on connaît la solution, c'est la taxe carbone, donc bien sûr qu'on ne va pas se mettre à publier d'autres papiers. Enfin, je veux dire, on ne peut pas accuser les économistes de ne pas travailler sur les questions environnementales, vu qu'on a résolu la question. Et je pense qu'en termes de stratégie, et donc c'est tout à fait sincère sa démarche, hein. Et en termes de stratégie, l'écologie politique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut investir parce que tout le monde s'y intéresse, comme Clara disait, quelle que soit la classe d'âge, c'est quelque chose qui peut toucher aussi l'ensemble des classes sociales, et c'est quelque chose qui demande une vision systémique et qui va permettre de réintroduire de la théorie parce qu'il y a des narratifs. Je pense qu'on a aussi perdu le besoin d'avoir de la théorie parce qu'on a perdu cet attachement justement à des narratifs. Et aujourd'hui, quand on voit, on travaille à l'Institut Veblen, on se pose des questions genre, c'est quoi le transport demain? C'est quoi l'industrie demain? Enfin, comment on va vivre? Qu'est-ce qu'on va manger? Et je pense que c'est des choses qui peuvent provoquer une telle insatisfaction par rapport même au tournant empirique qui est en train de se faire et au courant très très technicien que ça peut ouvrir des perspectives. Et aussi, là, c'est un peu la réflexion qui fait mal, c'est qu'il y aurait une réflexion à mener sur la posture de technicien, d'économiste, et je pense que même quand on est très engagé, par exemple à gauche, je pense qu'elle est vraiment dangereuse parce qu'on ne fait pas de terrain, on fait de la macro, même si on manipule des modèles qui ne vont pas prédire qu'il faut flexibiliser le marché du travail. Enfin, on peut avoir une pratique de l'économie qui matériellement nous éloigne des causes qu'on est censé défendre. Et je pense qu'il faut vraiment réhabiliter en tout cas le travail de terrain et une certaine proximité avec la sociologie. Parce que sinon, même j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu on peut déboucher que sur quelque chose d'un peu autoritaire. Enfin, c'est difficile de penser je trouve que c'est difficile d'être proche des mouvements sociaux, en tout cas quand on a une approche qui n'est que macroéconomique ou qui n'est que théorique ou qui n'a pas de terrain ou qui est que sur des données ou du quantitatif. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez, Evan et Clara, parce que c'est vous les chercheurs en fait, mais j'ai vraiment cette intuition que c'est difficile d'être proche de sujets, d'êtres humains quand on s'intéresse à ça et que politiquement ça a des conséquences. Bah écoute, tu fais les questions à ma place parce que j'allais justement vous demander pour vous, ce serait quoi comment est-ce que vous voyez le rôle de l'économiste vis-à-vis de ça? Et peut-être que Clara, tu as peut-être des éléments de réponse là-dessus, puis je te laisserai la parole après, Evan. En fait, ça me fait rire parce que j'ai fait une maîtrise en France, puis un prof m'avait dit, ah, mais toi, tu as fait du terrain, donc tu es une sociologue, tu n'es pas une économiste. Puis il y avait eu vraiment cette tension-là. Je m'étais fait dire quand même plusieurs fois, en fait, oh, mais non, mais ça, c'est pas de l'économie, parce que tout à coup, j'avais fait du terrain. Puis bon, j'avais
j'utilisais des données quantitatives et qualitatives justement pour pouvoir avoir plus de compréhension de la réalité qui était vécue. Donc, ma maîtrise portait sur la désindustrialisation du charbon. Donc, oui, je pense qu'il y a effectivement une résistance, mais ça part, c'est un peu comme je le disais avant, de quelles questions on veut se poser, puis c'est quoi les outils qui sont utiles. Il y avait un économiste québécois, Mathieu Dufour, qui avait dit, en fait, le pluralisme, il faut choisir un peu c'est quoi les différents outils pour la question qu'on pose. Donc, il faut aller chercher chez l'économie marxiste, peut-être, chez l'économie féministe, chez l'économie écologique, quel élément peut être pertinent pour répondre à la question. Donc, je pense que c'est ça le rôle de l'économiste, c'est d'avoir un paquet d'outils qui sont utiles pour pouvoir justement contribuer, puis rencontrer la réalité, tout dépendamment de quelle question est posée. Donc, dans certains cas, l'économie macro et les modèles sont super importants pour trouver quel taux d'intérêt serait avantageux pour le mouvement syndical. Il y a des choses qui sont quand même utiles dans l'économie macro puis les modèles, mais c'est à savoir c'est quoi en fait la question qu'on veut poser puis quel outil justement peut... Donc, d'où le pluralisme, mais même au sein même d'un même économiste, de savoir en fait c'est quoi la diversité. Puis peut-être même juste de dire, en fait, ça veut vouloir dire qu'il faut qu'on collabore plus. Il faut qu'on collabore plus avec des sociologues ou avec des gens qui n'ont pas nécessairement la même expertise que nous. Donc, peut-être plus d'humilité chez les économistes aussi. Oh là, l'humilité, ça c'est un terme. Collaboration. Voilà un terme que j'aime beaucoup et je ne suis pas certain qu'il soit bien partagé par tous les économistes. Je sais que Olivier Favreau, que j'ai côtoyé un peu à un moment donné dans le cadre de mes études, disait que justement, il y a plutôt une arrogance des économistes, une espèce de croyance aussi dans leur propre science, dans ce que c'était capable de produire. Et je pense qu'effectivement, l'humilité, c'est un très bon conseil. Evan, comment tu verrais ça, toi? C'est pour ça, je vais essayer de faire le lien avec même ce que tu as dit un peu plus tôt sur l'importance de faire une sociologie peut-être des économistes aussi, de se demander qui devient économiste et qui devient, au-delà des économistes de plateau TV, mais aussi des économistes qu'on a à l'université. D'où viennent-ils, quels sont, avoir aussi une analyse de classe, et simplement de faire leur sociologie. Il y a Frédéric Lebaron, enseignant chercheur en sociologie à l'ENS Cachan, il me semble, qui a déjà fait ce travail-là, mais qui pourrait peut-être être mis à jour. Et au-delà de ça, du coup, après, ça va bien sûr être un peu utopique, mais si à terme on arrive à mettre plus de moyens dans l'enseignement supérieur, à faire en sorte d'avoir plus de profils variés qui puissent faire des études plus longues, faire des doctorats, etc., et avec plus de temps pour travailler. Le problème des thèses aussi et de la recherche, c'est que c'est sur un temps beaucoup trop court. Je vais parler de moi, mais 3 ans de thèse, on a des contrats doctoraux de 3 ans. En 3 ans, on n'a pas le temps de mener une recherche qui soit suffisamment sérieuse. On n'a pas le temps d'avoir une vraie réflexion épistémologique sur notre sujet. On n'a pas le temps de faire une vraie revue de littérature et de comparer tous les cadres conceptuels afin de choisir le nôtre, de faire une revue de tout un état de l'art, de toutes les théories. Et on n'a pas le temps de mener des terrains plutôt quali, parce qu'en 3-4 ans, c'est très dur de mener un terrain, sachant que vous savez très bien que vous avez plus de chances d'avoir un poste si vous faites du quantitatif, que vous faites des données et que vous les exploitez sous forme d'articles. Donc peut-être qu'une manière aussi d'améliorer le pluralisme, d'améliorer les travaux qui sortent de chez les économistes, c'est plus de moyens, ça évidemment. C'est des temps de recherche plus longs qui ne sont pas calqués sur le marché, ni sur la mode, ni sur l'actualité. Et voilà, donc plus de temps pour la recherche, pour mettre en place des processus et des méthodes empiriques, des méthodes sur le terrain qui sont plus longs, donc entretien, exploitation de données, etc. Et de plus valoriser aussi les réflexions épistémologiques, les réflexions théoriques, etc. Et enfin, peut-être, donc je reviens à mon premier point, peut-être une sociologie des économistes, ce serait pas de mal non plus pour savoir, il réglerait peut-être ce problème d'humilité aussi, de savoir qui sont les économistes, d'où viennent-ils, quelles sont leurs classes sociales et comment on pourrait éventuellement réguler un peu mieux tout ça. Et juste très rapidement là-dessus, si on faisait preuve d'humilité, si les économistes faisaient preuve d'humilité, ils perdraient leurs privilèges. C'est aussi ça la question qui fait mal. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire.
quand tu es économiste, tu peux rouler sur les autres disciplines. On peut gagner plein de pognon en étant payé par des lobbies. Quand on produit des chiffres, vu que personne ne les remet en question, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'humilité, de posture, mais il y a matériellement, il y a un rapport de... Enfin, c'est une discipline qui jouit. Enfin, être un économiste mainstream méprisant, c'est génial. Ça procure tellement d'avantages. Et enfin, voilà, c'est juste pour poser la question en termes de rapport de force, quoi, qu'il est vraiment bien réel. Il y a rien à gagner à ne plus être dominant, hein. Ça, quand on l'est, c'est sûr que c'est à peu près toujours le cas. Et c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, une méconnaissance de ce que ça veut dire être économiste. Pour parler de quelque chose que je connais un peu mieux, entre guillemets, de manière concrète, c'est pour moi, enfin, beaucoup pensent que l'économie, c'est la comptabilité d'entreprise, par exemple. C'est la même chose, puisque les questions économiques, telles qu'elles sont pensées dans le cadre de la discussion entre patronat et syndicat, hein, c'est concrètement de la comptabilité d'entreprise. C'est de la gestion. Donc c'est sûr qu'il y a une difficulté à se sentir parfois, je pense, utile en tant qu'économiste, quand ton truc, c'est l'économie du travail sur des secteurs particuliers, etc. Quand d'un seul coup, bah, les questions concrètes, c'est aussi dans ma boîte, voilà les comptes, voilà ce qui s'y dit, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, hein. Donc c'est toujours difficile d'articuler, pardon, une espèce de, voilà, de relation entre le macro, ce qu'on peut en dire, la dette, et puis le micro dans les boîtes, ce qui s'y passe. C'est vrai que là aussi, il y a une vraie difficulté de ce qui est attendu des économistes, pour le coup. Enfin, pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, hein. La relation entre expert comptable, économiste, etc. Il y a vraiment quelque chose à penser, je crois, hein. Et du coup, vous, ce que vous diriez, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait... Enfin, c'est vraiment une question d'autonomie de la recherche et de moyens, quoi, hein. Moyens, autonomie de la recherche, c'est ça qui... Enfin, et pluralisme. Et pour le coup, pluralisme, en fait, je pense que pour que tout le monde comprenne bien, les modèles, c'est pas grave, c'est pas méchant. Au contraire, il faut des modélisateurs, c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile. Le problème qu'on a, c'est que il y a une espèce de, enfin, comme une forme de totalitarisme méthodologique, quoi, hein. C'est-à-dire que certains économistes vont te dire la seule méthode acceptable, c'est de faire des modèles. Et un jour, ils vont te dire finalement la seule méthode acceptable, c'est de faire, je sais pas moi, de l'expérimentation aléatoire. Et puis ça change en fait en fonction des sensibilités du moment. Et je pense que c'est ça, à mon avis, le cœur de la bataille, quoi. C'est que les modèles, c'est pas grave. La théorie néoclassique, c'est aussi très intéressant. Mais on peut pas avoir que de ça. C'est ça le truc. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce Oui, constat. faut bien comprendre que la position qu'on défend, c'est pas remplacer une orthodoxie par une autre, hein. C'est pas remplacer la domination des néoclassiques par la domination d'un autre courant de pensée. C'est juste empêcher qu'un certain courant de pensée domine à la fois intellectuellement, mais aussi socialement et dans les institutions, académiquement en parlant. C'est pas possible qu'un seul courant de pensée maîtrise aussi la façon dont on juge la qualité des chercheurs, des chercheuses dans notre domaine, que soit dominant dans le recrutement, etc. Cette hégémonie et cette domination des mainstreams dans ce champ académique qui devient en plus un champ de pouvoir parce que l'économie, c'est la justification à beaucoup de politiques économiques, ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'on veut à PEPS, hein, c'est du pluralisme, c'est juste un partage et une certaine équité entre les méthodes, mais absolument pas non plus remplacer la domination des néoclassiques par un autre courant de pensée. Après, ça, c'est nos opinions politiques à chacun. Mais en tout cas, c'est pas le message et c'est pas l'idée principale. Ah non, complètement. Très clair. Et puis, je pense qu'aussi on a besoin, enfin, c'est pour le coup avec humilité, ce que j'essaie de faire un tout petit peu sur cette chaîne, c'est on a besoin de passeurs, quoi, hein, de faire comprendre ce qu'il y a derrière et surtout pas dire voilà comment ça se passe. Moi, je pense qu'il y a vraiment, à la télé, pour le coup, c'est là où je m'y oppose enfin, frontalement, il y a vraiment des mystificateurs, hein. C'est qu'ils entretiennent l'espèce de mystique et de mythe autour de l'économie, que étant voilà, cette science avec des courbes, comme si les courbes sortaient de nulle part, qui rappellent certains phénomènes comme si c'était naturel. Et je pense que notre travail à nous, les démystificateurs, c'est de rendre visibles les ficelles, quoi. De rendre visible le caractère politique de la construction, de rendre visible les débats entre économistes et de rappeler qu'une science, c'est aussi quelque chose de vivant, et pas figé avec des discussions entre sachants et scientifiques eux-mêmes, et de faire passer ça dans le débat public. Et je me dis que déjà, avec ça, en tant que scientifique, il y a déjà une partie du boulot qui est faite, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît important, ça. Vous avez l'air d'acquiescer. Tu voulais dire un truc, ouais. Evan Non, je t'en prie.
Aussi, sur ce que tu dis, c'est d'autant plus important qu'il y a un écart énorme entre ce que fait la recherche en économie et ce qu'on dit que la recherche fait. Et même si tu regardes des économistes dits mainstream, il y a assez peu d'ultra-libéraux, il n'y en a pas tant que ça. Et ils n'ont pas une influence si importante que ça. Il n'y a pas besoin, en fait, Totalement. d'avoir des tarés. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui sont fondamentalistes du marché. Au contraire, beaucoup de la littérature empirique, même les politiques qu'on mène sur le marché du travail ou la politique, ou nous, quand on défonce des accords de libre-échange, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher dans des études hétérodoxes. Et c'est pour ça que les passeurs, c'est important, c'est qu'il faut vraiment empêcher qu'il y a vraiment une déformation de la recherche, en tout cas, et que même si on va avoir des mainstream ou des gens qui font des études statistiques, on ne trouve pas tant que ça d'arguments pour les politiques actuelles. Et je pense que pour les citoyens, c'est vraiment important de faire bien la distinction, en tout cas, entre le néolibéralisme, les discours néolibéraux, et la recherche, même en économie standard, et bien comprendre qu'il y a une instrumentalisation aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire sur les théories utilisées, mais c'est un point important, je trouve. Je ne sais pas si tu as des pensées là-dessus, Clara. Oui, ben, plein de pensées, mais je pense qu'il y a un rôle qui est donné aussi à savoir les questions économiques, à qui en fait les médias est-ce qu'ils veulent poser, donner la voix, parce que c'est, oui, très important d'avoir des économistes qui parlent de questions économiques, mais des fois, c'est des travailleurs qu'il faut entendre sur les questions économiques, des fois, c'est des chefs d'entreprise qu'il faut entendre. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est à savoir quel genre de réponse on veut avoir, quel genre de qui a la changer en fait qui a une voix importante pour les dossiers qu'on évalue. Ça me paraît très juste, et c'est vrai qu'il y a un peu cette idée qui me plaisait bien de Keynes à l'époque, qui était de remettre en fait les économistes à leur place finalement. C'est ça aussi le truc, c'est de remettre l'économie et les économistes à leur place. Je pense qu'il y a une espèce de tropisme aussi, mais qui est aussi partagé par une frange du mouvement social, et qu'on essaye d'attendre beaucoup des économistes, comme s'ils allaient justement, eux, être capables de répondre aux questions du temps, comme si ces questions étaient justement d'ordre technique, quoi. D'une certaine façon, c'est bon, il y a une crise environnementale qui arrive, il faut réorganiser la production, les économistes, comment on fait, quoi, vous voyez? Alors qu'en fait, pour le coup, je pense que ça re-responsabilise aussi, hein, d'une certaine façon, en disant les économistes, ils pourront juste aider à te décrire. En fait, il y a plusieurs façons, soit avec des modèles, on te filer des éléments sur lesquels tu pourras t'appuyer, soit avec des études empiriques, voir ce qui peut être intéressant ou pas. Mais en fait, c'est seulement des ressources pour moi, c'est ça que produisent les économistes. C'est des ressources pour appuyer, du coup, des choses qui sont fondamentalement des choix politiques, quoi, hein. Et pas beaucoup plus que ça. Ça veut dire que Piketty, quand il fait un travail, alors on peut le critiquer sur plein d'aspects, etc. Mais quand il montre le niveau des inégalités, il donne pas la recette pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalités. Il dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui historiquement s'est passé. Et finalement, concrètement, une fois que tu as ça dans les mains, c'est du ressort du politique de savoir ce qu'on fait autrement. Et je me dis que remettre les économistes à leur place, c'est-à-dire pas un rôle de prescription, mais un rôle de soutien. Et que, je sais pas que si vous voyez ça comme ça, hein, en tout cas d'être un peu derrière en disant voilà des éléments et puis charge ensuite à vous de voir ce que vous voulez en faire. Moi, ça me paraît être assez logique comme position. Je sais pas. En tout cas, je vois par exemple l'exemple de Piketty, ça montre bien qu'on ne peut pas se reposer que seulement sur une vision de l'économie. En effet, les travaux de Piketty sont très intéressants, et puis sa méthode en plus, qui pour le coup, une méthode très historique qui dénote un petit peu de ce qu'on a pu voir par le passé et ce qu'on peut trouver chez les néoclassiques. Mais on voit que dans l'analyse de Piketty, il y a quand même quelques trous dans la raquette, et qu'il y a peut-être une lecture en termes de rapport de classe qui manque. Et du coup, on voit bien là l'intérêt d'avoir l'apport d'autres sciences, de sociologie ou même d'autres visions de l'économie pour compléter ses discours, ses analyses. Et du coup, on ne peut pas non plus attendre d'un seul économiste. Et on sait que Piketty est souvent quand même montré comme l'économiste de gauche qu'on voit sur France Inter souvent, etc. Et que voilà, donc même si c'est un économiste qui pense en dehors du cadre stricto sensu des néoclassiques, à lui tout seul, il peut absolument pas suffire, et qu'on a besoin de pluralisme, et donc du coup pas seulement de la domination d'une autre orthodoxie par le remplacement d'une orthodoxie par une autre orthodoxie, et que même quelqu'un chez Piketty, c'est quelqu'un qui a d'autres méthodes, et des méthodes qui peuvent paraître pluralistes. On a besoin d'avoir l'apport d'autres
d'autres économistes, d'autres visions et d'autres sciences sociales, historiques, sociologiques, etc. Très intéressant. Bon, s'il y a d'autres éléments, n'hésitez pas, sinon j'ai pas envie de prendre trop de votre temps. Ça fait déjà 1h30 que vous êtes là avec nous. Et si je sais que la fin va commencer à approcher, en 4 lettres évidemment. Si jamais vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas. Vous pensez qu'il faut qu'on insiste sur des choses, sinon je vous libérerai bien sûr. Non, je ne voudrais pas parler pour mes autres camarades, mais merci beaucoup pour l'invitation. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de PEPS, même si on est un peu en veille ces derniers temps, parce qu'évidemment, on veut rester étudiante parce qu'il n'y a que les étudiants et les étudiantes qui peuvent parler au mieux de ce qui se passe dans les licences et dans les masters d'économie. Donc le site, on produit un peu moins depuis quelques années, mais il y a encore du contenu et surtout, on reste disponible pour vous répondre si vous avez des questions, notamment d'orientation. On ne peut peut-être pas changer des cohortes entières d'étudiants et d'étudiantes, mais si on peut aider quelques étudiants par année à ne plus avoir la boule en ventre ou ne plus être dépassés par leur cours parce qu'ils vont en cours, tant mieux. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si je peux souligner, regardez Exploring Economics et aussi même nous à l'Institut Veblen, on fait beaucoup de partenariats avec des assos étudiantes. Typiquement, si vous voulez un peu de com, enfin nous on a une newsletter, on a des réseaux sociaux, vous organisez une conférence qui s'intéresse au pluralisme, des choses comme ça, nous on peut relayer. Enfin, après il y a le rôle aussi de think tank, il y a de plus en plus aussi d'ONG qui jouent ce rôle-là. On est là aussi pour... moi, j'ai choisi ce boulot, en tout cas, pour accompagner les initiatives d'étudiants, parce que nous, on a un peu de sous et un peu d'énergie, et les étudiants, ils font déjà plein de trucs en même temps. Donc, n'hésitez pas à nous Les étudiants, ils ont plus de sous et plus d'énergie. En tout cas, on a envie que ça continue, et n'hésitez pas à nous contacter, nous, ça nous fera super plaisir. Très bien. Et moi aussi, je veux remercier tout le monde. Merci Mathieu, puis aussi à toute la communauté qui est là, puis qui écoute. C'est génial, en fait, qu'il y ait des gens qui sont intéressés à cette conversation-là. Peut-être par rapport à ce que j'ai mentionné pour le mouvement plutôt écologique, puis en fait, l'intersection entre changement du curriculum économique et mouvement écologique. Il y a aussi le mouvement Oikos, qui a des échos avec les mouvements pluralistes. Donc, c'est aussi l'histoire de changer le curriculum des écoles de business et aussi d'économie. Donc, aussi à voir s'il y a intérêt. Super. Eh ben, très bien. J'espère que vous reviendrez sur la chaîne pour causer peut-être de choses aussi plus proches de vos propres sujets, soit de réflexion, soit de recherche. Moi, ce sera avec grand plaisir. Et j'ai beaucoup aimé cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois. C'est super. Donc, je vous souhaite bien du courage si vous êtes en thèse pour votre thèse, pour connaître un tout petit peu la douleur que c'est. Et puis, si vous n'êtes pas en thèse, comme Julien, bon courage pour les initiatives. Et on se recroisera bientôt, de toute façon. Avec plaisir. Ça marche? Merci Mathieu, merci à tout le monde. Merci à vous. Ouais. À plus tard. Ciao. Plus. J'ai la musique de Terville dans la tête, donc il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas aussi. Ça, c'est mon petit cadeau de fin stream pour vous. Il faudrait que je vous raconte aussi un jour, en lien avec ce qu'on vient de dire là. Attendez, un petit coup de musique. C'était super bien. C'était super bien, tous les trois là. C'était trop bien. Excellent as usual. Ouais, mais tu vois, moi, je suis pas pour grand chose. C'est grâce à la qualité des invités, des intervenants et intervenantes. Il faudra que je vous raconte ce qui s'est passé. Il y a Impertinent qu'on a parlé tout à l'heure. Quand Tyrol a fait exploser, en envoyant un message à François Hollande, le projet de nouvelle section. Ça, c'est assez incroyable. Hein. Nouvelle section en économie qui se serait appelée Économie et Société. Le décret était sur la table de la ministre de l'époque, donc j'ai oublié le nom parce qu'elle faisait partie de ces ministres absolument médiocres, comme il y en a en fait tout le temps. Alors, ministre de l'Enseignement supérieur. Comment elle s'appelait celle-là? Attendez, laissez-moi faire un petit tour sur Wikipédia. J'ai évidemment oublié son nom à celle-ci. C'est Fioraso, ça doit être ça, non? Fioraso. Ah, ça devait être Geneviève Fioraso. Exactement. Le décret était sur sa table. Il suffisait de le signer. Il y avait une nouvelle section en économie. Ça, c'est quand même assez incroyable. Jean Tirole et Philippe Aguillon envoient un mail à François, un mail ou un coup de téléphone, je sais pas. Tirole, il avait le prix Nobel, donc il avait le téléphone de François Hollande, le 06.
Ça, quand vous avez le 06 de François Hollande, je peux vous dire que ça vous ouvre des portes dans la vie. Et ils ont dit, si jamais vous faites ça, ça va détruire l'économie, blablabli, l'unité de la science, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une connerie, hein, parce qu'il y a plein de disciplines où il y a 2 sections au CNU, ça pose de problème à personne. Et donc, le projet, il a été stoppé net. C'est allé hyper loin, hein. Il y avait un décret qui était prêt, quoi. Et là, je peux vous dire que la face du monde n'aurait peut-être pas été changée, mais au moins ça aurait produit des choses nouvelles en économie, parce que derrière, ça veut tout dire. Ça veut dire gérer des masters, gérer des financements, etc. Ça, j'aime autant vous dire que ça a été un moment très triste dans l'histoire du pluralisme, mais c'est des choses desquelles les chercheuses et les chercheurs se relèvent et puis ensuite avancent pour continuer la bataille. Et ben, c'était très intéressant, puis ça repose quand même des questions qui sont au cœur de l'actualité, hein, les liens entre économie, société, ce que ça veut dire être un économiste, ce que ça veut dire même être un chercheur, ce que ça veut dire être un chercheur et parler dans l'espace public, etc. Les conséquences que ça peut avoir, ce qu'on attend aussi des chercheuses et des chercheurs. Fondamental, à mon sens, ces affaires-là. Ça dégoûte l'État qui s'immisce de la recherche publique. Bah, en fait, la difficulté, c'est que si l'État s'immisce pas, si tu veux, la recherche toute seule, elle produit aussi des structures de pouvoir. Il faut pas croire que la recherche, c'est la libido sciendi, n'est-ce pas? La recherche de la vérité pour la vérité, etc. Non. Il y a aussi des rapports de pouvoir, il y a des histoires de pognon, il y a des histoires d'ego très fortes. Alors ça, j'aime autant vous dire que de l'ego dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, il y en a des très gros. Mais tout ça, ça joue, quoi. Et la question du pluralisme en économie n'échappe pas à cette histoire-là. Donc bon, on continuera, nous, modestement et avec humilité, Clara a utilisé le mot humilité, elle a bien raison, à continuer à causer sur cette chaîne. Moi, maintenant, je me considère... Je ne sais même plus si je peux m'appeler économiste, vu que je ne produis plus de fait de nouvelles recherches en économie. Mais au moins passeur d'économie, ce sera déjà pas mal. Puis on continuera à réfléchir ensemble à tous ces sujets. Ça marche? Je sais pas quand est-ce que je vous revois parce que j'ai trop de boulot et j'ai un déménagement à préparer. Donc, je vous dis à très vite. Je sais que dans tous les cas, on a Maxime qui joue le 5 mai pour parler du mouvement coopératif. Donc ça, le 3 mai, pardon. N'importe quoi. Le 3 mai, donc ça c'est au pire des cas, mais je pense qu'il y aura quand même un stream vers la fin de semaine. Peut-être jeudi, peut-être vendredi, aussi en courant. Je vous dirai ça soit sur le Discord, soit sur Twitter. Et voilà. Je vous fais de bonnes bises. Et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Ciao était un peu trop... était un peu trop... Ciao. Allez, à plus.